Dans le cadre du commandement, nous avons prévu l'africanisation progressive, mais il n'est pas question dans cette africanisation progressive de supprimer purement et simplement les Européens. Non. Vous avez certains pays dans lesquels voisinent aussi bien des blancs, touaregs et arabes que des noirs, si bien que pratiquement les gens sont habitués à voir des hommes de toutes les couleurs, de toutes les races. Parmi les présidents installés de force à la tête des États africains par la France, un homme très important et parfois oublié, Hamani Diori, le premier président du Niger. Il était un pion crucial du système france-africain au lendemain des indépendances. Diori fait partie des chefs d'État qui ont signé les accords de coopération avec Paris, prolongeant ainsi l'influence coloniale française sur les terres africaines. Cependant, Diori, très charismatique, n'a pas toujours été un soumis. Son histoire à la tête du pays est marquée par une forte détermination et un engagement complexe envers la France coloniale. Je vous prie de rester bien scotché jusqu'à la fin. L'histoire du Niger et de la vie de son premier président Hamani Diori, c'est maintenant. Le Niger, pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, possède une histoire riche et ancienne. L'occupation humaine de la région remonte au néolithique, comme en témoignent les peintures rupestres du massif de l'Aï et les objets en pierre taillée trouvés dans le désert. Des vestiges datant du 8e millénaire avant Jésus-Christ, dont les céramiques, et un cimetière du 3e millénaire avant Jésus-Christ ont également été découverts, illustrant la présence des civilisations avancées dès les temps préhistoriques. Au cours du 7e siècle, l'empire Songhai émerge avec Gao comme capitale à partir du 10e siècle. La région se converti à l'islam au début du 11e siècle sous l'influence des rois de Koukia. En 1591, l'empire Songhai est défait par les Saadiens, marquant le début d'une longue période où les Touaregs et les Peuls dominent certaines parties du territoire, tandis que les Haoussa règnent sur le sud. À la fin du 19e siècle, la région tombe sous domination française. Après plusieurs missions militaires, le Niger devient officiellement une colonie française en 1922, malgré les résistances locales. Pendant la colonisation, le pays traverse des périodes difficiles, notamment le travail forcé et la famine de 1931 qui cause la mort d'une grande partie de la population. Le chemin vers l'indépendance s'accélère après la Seconde Guerre mondiale et le 3 août 1960, le Niger devient une république indépendante, mettant fin à des décennies de domination coloniale. 3 mois plus tard, en novembre 1960, Hamani Diori devient le premier président du pays. Hamani Diori, issu de l'ethnie Djerma, est né le 6 juin 1916 à Sodoré, un village à 12 km de la ville de Niamey. Il est le fils d'un fonctionnaire de santé publique dans l'administration coloniale française. Après avoir suivi une formation de professeur à l'école normale William Ponty, située à Dakar au Sénégal, il enseigne dans des écoles régionales de son pays entre 1936 et 1938. Il devient ensuite instructeur des langues Zarma et Haoussa à l'Institut des études d'outre-mer à Paris. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la suite de révoltes et de revendications, l'ONU exhorte les puissances coloniales à permettre la participation de quelques intellectuels noirs à la vie politique des colonies. C'est dans ce contexte qu'Hamani Diori, alors directeur d'école publique à Niamey, crée avec quelques collaborateurs le Parti progressiste nigérien PPN, dont il devient le leader. En octobre 1946, il participe également à Bamako à la fondation du Rassemblement démocratique africain RDA, présidé bien sûr par l'influent leader ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Son parti, le PPN, devient alors la section nigérienne du RDA. La même année, Diori est élu député, représentant le Niger à l'Assemblée nationale française. Au palais Bourbon, il tisse une solide amitié avec Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Mais 5 ans plus tard, en 1951, il est battu au législatif par son cousin nationaliste et indépendantiste Djibo Bakary. Bien que battu, il se fait très populaire dans le pays. Redevenu directeur d'école à Niamey, il est très proche du peuple et en 1956, ayant déjà une bonne partie du peuple avec lui, son ami Boigny use aussi de son influence pour faciliter le renversement de Bakary au législatif au profit de Diori. Déjà député, Hamani Diori occupe également plusieurs autres fonctions, notamment celle de conseiller municipal de Niamey, où le maire élu est son cousin et rival politique, le nationaliste Djibo Bakary. Un an plus tard, en 1957, il devient conseiller à l'Assemblée territoriale. Les relations entre lui et son cousin à la mairie de Niamey se détériorent rapidement. En conflit avec Bakary, jugé trop radical par les colos et par le RDA, Hamani est nommé vice-président de l'Assemblée nationale française. En 1958, Charles de Gaulle, de retour au pouvoir en France, est confronté aux aspirations d'indépendance, aux révoltes et aux revendications qui secouent l'Afrique. Il propose alors son projet de communauté française et un référendum où voter oui signifie intégrer la communauté, tandis que voter non équivaut à une indépendance immédiate. Hamani Diori, comme son ami Houphouët-Boigny, très proche de la France, milite pour le oui auprès des autres leaders africains. Au Niger cependant, le chef du gouvernement Djibo Bakary, proche des véritables défenseurs de l'Afrique de l'époque, tels que Sékou Touré, Kwame Nkrumah et
et Julius Nyerere optent pour le non. Les Nigériens se retrouvent alors divisés entre deux visions politiques différentes. Mais après un vote encadré par les parachutistes français et manipulé par l'administration coloniale, favorable à Amani Diori, le oui l'emporte finalement et le Niger intègre la communauté française. Après le référendum sur la communauté française, des élections sont organisées au Niger pour élire une nouvelle assemblée territoriale. Amani bénéficie du soutien total de la France, tandis que la campagne de Djibo Bakari et de son parti le Sawaba est sabotée par les colons. Témoignage Djibo Bakari. Comme on pouvait s'y attendre, la campagne électorale s'ouvre au Niger dans des conditions essentiellement antidémocratiques. Depuis l'ouverture de la campagne, les fonctionnaires Sawaba sont systématiquement mutés de leur poste et des mutations de faveur sont prononcées pour permettre aux fonctionnaires de la coalition anti-Sawaba de mieux influencer le scrutin du 14 décembre, que les chefs de canton battent la campagne avec la bénédiction de certains administrateurs, matraquant et cravachant les mandataires de notre parti, que toutes les forces réactionnaires du territoire sont en branle pour fausser le résultat des élections, que le dispositif répressif mis en place pour le référendum se renforce de jour en jour par l'envoi massif de gendarmes et de gardes territoriaux au Niger, on ne peut pas prendre au sérieux la soi-disant neutralité administrative. Nous sommes convaincus que l'immense majorité du peuple nigérien fait confiance à notre parti et qu'il n'est pas possible de diriger ce pays en dehors du parti Sawaba. À l'issue d'un scrutin truqué, Amani devient président du gouvernement provisoire en décembre 58, puis premier ministre en février 1959. À cette époque, le gouvernement français interdit tous les autres partis politiques au Niger. Le PPN, le parti de Amani, est l'unique parti autorisé. Le 3 août de l'année suivante, après des mois de négociations avec la France, l'indépendance est proclamée. Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Dans les premiers mois qui suivent l'indépendance, Diori fait de la diplomatie internationale sa priorité et parvient à intégrer le Niger au sein de l'Organisation des Nations Unies. Et le 8 novembre 1960, l'Assemblée nationale nigérienne présidée par Boubou Hama et où ne siège que le parti unique PPN-RDA de Amani, élit Amani Diori au poste de président de la République. Amani Diori, désormais officiellement président, prend la tête d'un jeune État dont la seule richesse à cette époque est un minerai convoité par les grandes puissances, l'uranium. Et Diori, très aligné sur les intérêts français, fait de l'ancienne métropole son principal partenaire. Un partenariat qu'il faut le dire, ne lui est jamais vraiment profitable. L'attachement de Diori à la France se manifeste encore en 1961 lorsqu'il devient un fervent promoteur de la francophonie, œuvrant pour la défense de la langue française et l'expansion de la culture française. Il rejoint également le Conseil de l'Entente créé par son ami Félix Houphouët-Boigny et il tisse par ailleurs de solides liens avec un autre passionné de la langue et de la culture française, le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Sur la scène internationale, Diori réussit à se faire une place. Mais sur le plan national, le Niger est frappé par une grave sécheresse qui déstabilise les principaux secteurs économiques du pays, à savoir l'agriculture et l'élevage. Pour apaiser les revendications des paysans et des entrepreneurs, Diori sollicite l'aide internationale pour financer la construction de points d'eau à travers le pays. Et la France est encore le premier pays à répondre à son appel. En 63, les relations entre le Niger, le Ghana et la Guinée sont très tendues. Sékou Touré Nkwame Nkrumah le traite de point d'entrée du néocolonialisme français. Ses voisins vont jusqu'à vouloir couper les relations diplomatiques avec celui qu'ils traitent de marionnette de la France. Outre le Ghana et la Guinée, le Dahomey entre aussi en conflit avec le Niger au sujet d'une petite localité à la frontière que les deux pays partagent. Sur le plan continental,
le Niger est mal. Et dans le pays, en novembre 64, on parle de coup d'état manqué organisé par son cousin Djibo Bakari et facilité par le Ghana de Kwame Nkrumah. Face à la menace qui pèse sur son pays, Diori reçoit le soutien de son grand ami et protecteur, le général de Gaulle, qui lui envoie des parachutistes français et des équipements militaires pour assurer sa sécurité. Bien qu'une grande partie de la population soit favorable au retour de Djibo Bakari, Amani Diori parvient à consolider son pouvoir. Il favorise également les Samarias, des structures traditionnelles regroupant des jeunes filles et garçons affiliés au parti unique, le PPN, et sans opposition, il est réélu en 1965 et en 1970. Cependant, sa réélection en 1970 est marqué par plusieurs problèmes. À partir de cette année-là, son gouvernement est entaché par une corruption généralisée et une famine catastrophique qui se répand dans tout le pays. Des troubles civils éclatent suite à des allégations de détournement de stocks d'aide alimentaire par certains ministres. De plus, le gouvernement est incapable de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour atténuer les effets de la famine. Dans ce contexte tendu, Diori se tourne vers la France, mais le nouveau président Georges Pompidou ne l'apprécie pas autant que son prédécesseur. Les relations entre les deux hommes sont loin d'être idéales. Face à des besoins financiers croissants, Diori exige que la France augmente les paiements pour l'uranium nigérien. La réponse négative de Paris le met très en colère. En 1973, alors que l'Europe est confrontée à la crise pétrolière, il tente de reprendre le contrôle des vastes gisements d'uranium du Niger, toujours malheureusement exploités par la France. Avec cette manœuvre, le divorce entre lui et la France de Pompidou est consommé. Son principal soutien le lâche. Dans le pays, la situation ne s'améliore guère. De fortes sécheresses frappe la région. Les populations souffrent du manque d'eau et la famine ainsi que le manque de besoins alimentaires de base rendent le président de plus en plus impopulaire. De plus, la corruption s'intensifie. Plusieurs ministres détournent des fonds et se comportent comme des tyrans face à des populations en proie à la malnutrition. Les fonctionnaires et les militaires passent des mois sans recevoir leur salaire. Au sein de l'armée, la colère monte. Nombreux sont ceux qui estiment que le régime en place est incapable de gouverner. La décision est donc prise de le renverser. Et cette fois, la France ne le protège plus. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1974, un coup d'État éclate contre le président Amani Diori, mené par le lieutenant-colonel Seyni Kounché, nouveau chef d'état-major. Des soldats dirigés par le lieutenant Gabriel Cyril s'introduisent dans le palais présidentiel de Niamey, capturent Diori et assassinent son épouse. Tous les responsables du gouvernement sont arrêtés par les putschistes, tandis que le président déchu est emprisonné à Tindé, où il reste 6 ans avant d'être placé en résidence surveillée à Niamey à partir de 1980. Totalement libéré en 1997 par le successeur de Kounché, Ali Saïbou, peu après son ascension au pouvoir, Diori quitte son pays pour le Maroc, où il décède le 23 avril 1989 à Rabat. L'histoire de Diori montre clairement comment la France installe les chefs d'État en Afrique, puis les abandonne une fois qu'ils tentent de contrôler les richesses de leur pays. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager et de laisser vos commentaires, critiques ou compléments d'information. C'était l'histoire de Amani Diori.